municipal 2020. Aujourd'hui, je suis avec Joël Bonnet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maire de Saint-Pierre-du-Mont. Effectivement. Et vous ressollicitez un deuxième passage, une continuité. Tout à fait. Donc, le titre de votre liste, Continuons ensemble pour Saint-Pierre-du-Mont, c'est-à-dire que là, vous avez posé tranquillement votre programme en quelques mots. Eh bien, ça fait partie de la continuité que nous voulons avoir par rapport à 2014. Nous avons été élus en 2014 sur une équipe toute neuve, ça s'appelait le Nouveau Souffle. Mais aujourd'hui, on veut continuer ce qu'on a commencé. Alors, on va vous présenter, vous allez vous présenter plus exactement, puisque tout le monde ne vous connaît pas. Donc, qui êtes-vous ? Alors, je suis Joël Bonnet, j'ai 59 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants qui font des études. Avant 2014, je n'avais jamais eu de parcours politique, entre guillemets, je le mets entre guillemets, parce que moi je fais de l'action publique et non pas de la politique. Mais je me suis toujours intéressé à la gestion d'une commune. Et c'est véritablement en 2013, avec un groupe d'amis qui font partie de ma liste encore, que nous sommes intéressés au municipal de Saint-Pierre-du-Mont. Quand bien même en 2008, je m'y étais intéressé, puisque j'avais participé à quelques réunions de travail avec Geneviève Darrieussecq dans le cadre de sa candidature pour les municipales de Mont-de-Marsan, ce qui m'avait conforté dans mon envie de m'intéresser de plus près. De passer le pas. Voilà. Alors j'ai toujours été montois, puisque je suis ancien joueur de rugby de Mont-de-Marsan, où j'ai joué pendant quelques années, toujours impliqué dans le milieu associatif, tant local que national, de par mes activités professionnelles, où depuis l'âge de 23 ans, j'ai eu une activité de travailleur indépendant que je continue à avoir, puisque j'ai souhaité continuer à travailler malgré mon mandat d'élu. Voilà, donc j'ai toujours eu une activité plutôt débordante, on va dire. Hein, faites pleine de cadrage. Comme vous avez dit, vous avez continué votre activité, donc ça vous demande de vous organiser et surtout, vous sortez d'un sport d'équipe, de travailler avec une équipe. Hein. C'est la priorité, voilà, et ça fait partie de l'état d'esprit que j'ai voulu insuffler moi, autour de moi, à tel point qu'aujourd'hui, bon, on renouvelle très partiellement l'équipe, parce que voilà, quand on constitue une équipe, on essaie de s'entourer de gens compétents. Et moi, ça a été ma ligne directrice, c'est d'avoir des gens autour de moi qui avaient un parcours à la fois ou professionnel ou associatif, qui était déjà remarquable et qui voulaient mettre au service de la collectivité, de la commune de Saint-Pierre-du-Mont, leur savoir-être et leur savoir-faire. Et c'est ce qu'on a fait depuis 2014. Aujourd'hui, une de mes satisfactions, c'est que beaucoup ont voulu repartir, ce qui prouve que à la fois, il y avait une dynamique qui existait au niveau du travail effectué et du climat de confiance qu'on avait pu instaurer. Donc quasiment la même liste. Quasiment à quelques touches près, hein, parce qu'il faut toujours renouveler, certains qui n'ont pas voulu continuer. Et puis il est important aussi d'avoir d'autres personnalités, d'autres visions de la commune. C'est toujours intéressant d'avoir des échanges, c'est ça qui nous enrichit. Alors, on va parler du programme maintenant. J'ai regardé, il a 6 points majeurs, votre programme. Donc la jeunesse, le cadre de vie, les quartiers, la transition écologique, aujourd'hui c'est indispensable. Incontournable. Le numérique. Oui. Et puis la fiscalité. Alors je vais démarrer par la fiscalité parce que je crois que c'est une grande fierté de votre bilan. Absolument. Je dis souvent, c'est le bilan de la parole donnée et des engagements respectés. C'est-à-dire qu'en 2014, nous avions annoncé que nous ne voulions pas changer les taux de fiscalité sur Saint-Pierre-du-Mont. C'est ce que nous avons fait. Et quand bien même, j'entends dire que les taxes d'habitation, les taxes foncières ont augmenté, je dirais que mécaniquement, c'est obligatoire, puisque la base de calcul donnée par l'État augmente, et que sur les taxes d'habitation, les taxes foncières, l'agglomération montoise intervient, le département intervient. Voilà, ne serait-ce que pour donner un exemple, entre 2014 et 2019, les taux de fiscalité du département ont augmenté de 20,70%. Donc mécaniquement, quand bien même nous avons respecté nos engagements, c'est-à-dire ne pas augmenter les taux de fiscalité, les taxes d'habitation et les taxes foncières ont augmenté. Voilà, c'est ça que vous voulez vraiment expliquer, c'est que voilà. Les impôts ont augmenté, mais pas votre part à vous. Il faut être pédagogue voilà. dans nos interventions, et c'est cela que j'explique dès que l'occasion m'en est donnée. C'est que bien qu'on ait respecté nos engagements, on pourrait croire que c'est pas vrai puisque les taxes ont augmenté. Donc c'est pour ça que j'explique pourquoi. D'accord. Alors, vous n'avez pas eu plus de rentrées.
à ce niveau-là? Bien au contraire. C'est ce que j'allais dire, vous avez été aidé dans les dépenses par l'État? Bien au contraire, puisque pour information, entre 2014 et 2019, les dotations de l'État, en cumulé, c'est 1,9 million de dotations en moins sur la mandature, ce qui n'est pas négligeable. Donc la fierté, c'est d'avoir pu maintenir ces taux de fiscalité, mais également d'avoir investi de façon non négligeable sur la commune, parce qu'une commune qui n'investit pas, elle n'avance pas. Alors, vous parlez justement de vos investissements, mais vous avez aussi découvert la chasse aux subventions. Ah, ça c'est... vous savez, quand j'ai fait le constat suivant, moi qui arrive du privé, c'est qu'on parle toujours de baisse des recettes, de baisse de subventions. Enfin, quand on est à la tête d'une collectivité, on n'a pas beaucoup d'effets de levier. Soit, eh bien, on dit on a les subventions, les dotations qui diminuent, et puis une fois qu'on a dit ça, ben, on n'a rien dit. Donc il n'y a pas 36 solutions. Ou on arrive à gérer les frais de fonctionnement, de diminuer les frais de fonctionnement, diminuer les investissements, c'est ce qu'on n'a pas fait. On a diminué les frais de fonctionnement, mais on n'a pas diminué les investissements. Et puis après, c'est trouver des recettes. Et les recettes, c'est notamment aller chercher les subventions dans les différents projets que nous avons menés, les différents programmes. Mais ça a été une des priorités, aller chercher des subventions. Et là, ça peut se faire dans une commune comme la mienne, avec des services compétents au niveau du personnel qui se sont parfaitement appropriés les différents dossiers qu'on a voulu porter et qui nous ont aidés à aller chercher ces subventions. Et donc, pour résumer, vous démarrez en 2020, si vous êtes élu, avec de l'argent en caisse, des capacités d'investissement, et donc vous allez proposer plein de choses. Alors, des finances saines et rigoureuses, et je salue par là mon adjoint en finance qui a fait un travail extraordinaire avec le service compétent. C'est vrai que depuis 2014, on a en cumulé plus de 4,5 millions de résultats budgétaires excédentaires. Donc, ce qui n'est pas négligeable, ce qui nous permet de pouvoir non seulement avoir de la trésorerie, mais également avoir une capacité d'investissement équivalente à celle qu'on avait en arrivant en 2014. Alors, on va attaquer le programme. Quel est pour vous l'axe fort, le domaine le plus important pour cette mandature sur lequel vous voulez vous consacrer? Il y en a plusieurs. Je dirais que la priorité des priorités, c'est continuer sur la même dynamique. Parce que le programme, en tout cas à mon niveau, ça doit être une continuité des 6 années que nous venons de passer, où on a fait, comme je le dis, des gros investissements. On y reviendra peut-être ultérieurement, mais continuer à investir en fonction de nos capacités sur des projets réfléchis qui correspondent aux attentes à la fois des administrés, mais également des besoins que nous avons en matière d'infrastructure. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes une commune qui se développe. Nous avons dépassé les 10 000 habitants, puisqu'on est à 10 207 exactement sur le dernier recensement. Ça implique donc de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions ces nouveaux administrés et de pouvoir leur permettre de trouver cette qualité de vie à laquelle on est tous très attachés. J'ai souvent pour habitude de dire qu'on est une ville périurbaine avec tous les services, mais avec la qualité d'une commune rurale. Et je le dis souvent, Saint-Pierre-du-Mont, c'est la ville à la campagne. Donc, on va démarrer par un de vos points qui sont de maintenir un lien fort dans les quartiers. Ça, c'est important. Aujourd'hui, on le sent, ce besoin de discuter. Oui, mais ça, c'est quelque chose que nous avons déjà mis en place en 2014. Ça fait partie peut-être des premières actions que nous avons menées, c'est créer les conseils de quartier. Alors, quand on crée, c'est toujours le départ est toujours un peu compliqué. Je ne dirais pas qu'on a trouvé un rythme de croisière, mais aujourd'hui, on a trouvé un mode de fonctionnement qui est intéressant, qui correspond aux attentes des responsables de ces conseils de quartier. Ça demande, ce sont des bénévoles, il ne faut pas l'oublier. Donc, ils participent à la vie locale, ils apportent des idées, ça permet d'avoir des échanges. Et on a beaucoup travaillé dans un premier temps sur la partie voirie, puisque c'était une attente importante. Mais là, on est passé dans une phase où on travaille beaucoup sur la sécurité, puisqu'il y a une demande, une attente au niveau de la sécurité. On a créé des référents sécurité, on a créé des référents développement durable, on y reviendra plus tard. Et nous avons mis en place, surtout en matière de sécurité, un partenariat avec le commissariat de police de Mont-de-Marsan, puisque nous faisons partie du territoire, du périmètre commissariat de police, avec un délégué à la cohésion police-population qui permet d'avoir une proximité avec les habitants.
D'accord. Donc là, c'est vraiment la continuité. On est véritablement dans la continuité. On améliore ce qui est en place. On améliore. Alors, vous savez, c'est souvent, ces conseils de quartier sont souvent très en lien avec les actions et les travaux que l'on veut effectuer. On parlera du développement durable. Voilà, moi j'ai des idées sur certaines créations de micro-forêts, de planter des arbres fruitiers. Voilà, si on va au bout de cette démarche, ça se fera en concertation avec les habitants du quartier par rapport aux emplacements, par rapport à leurs attentes à eux aussi. Je vois aussi dans les quartiers, il faut parler du quartier de Mousteil, a priori, oui, là aussi il faut vraiment donner un coup de fouet, un investissement un peu particulier. Que là aussi on est dans la continuité que nous avions fait depuis 2014. C'est un quartier qui fait partie des quartiers politiques de la ville, donc avec des particularités, des investissements qui sont à faire, un lien et une vie sociale qui est importante et qu'il faut maintenir. C'est d'ailleurs pour cela qu'en 2015, nous avons créé un pôle santé sur le quartier, parce qu'il y avait une demande des professionnels de la santé qui n'avaient pas des locaux accessibles avec les normes handicapées. Donc nous avons travaillé avec eux pour pouvoir mettre en place ce pôle santé qui est un lien social sur le quartier et qui est important. On a l'avantage d'avoir des associations qui sont présentes, comme l'association du quartier de la Mousteil, qui depuis des années fait un travail extraordinaire avec les jeunes. Dans le courant de la mandature, on a fait venir une association qui s'appelle les Compagnons Bâtisseurs, où on fait de la réhabilitation des appartements avec eux, quand bien même les logements appartiennent au bailleur social qui est XL Habitat. Mais voilà, il y a une dynamique qui s'est créée également dans ce quartier. On va la continuer et on va travailler sur les espaces publics, puisque le bâtiment appartient à XL Habitat. On va lancer un concours d'architectes et paysagers pour travailler sur ces espaces publics et faire un gros investissement sur les espaces publics en partenariat avec l'État, puisque nous avons pu signer un dossier au niveau de l'État qui s'appelle le NPNRU, le nouveau programme de réhabilitation urbaine. D'accord. Et donc on va enchaîner justement avec la transition écologique, puisque une des bases de tout d'architecture, ça va être donc, vous en avez un peu rapidement parlé, de la transition avec les arbres fruitiers. L'éclairage, tout voilà, ça. Alors l'éclairage est un point important puisque nous équipons la commune en éclairage LED. C'est un investissement, mais qui est largement amorti de par la consommation. D'ailleurs, c'est ce que nous avons fait sur toutes les structures que nous avons construites pendant la mandature. L'espace multisport Saint-Pierrois, bon, peut-être que nous en reparlerons, qui était le plus gros projet de notre mandature, puisqu'on a restructuré, reconstruit tout le complexe sportif, 10,5 millions d'investissements. Mais en face, beaucoup de subventions. 4,2 millions de subventions. Donc un gros travail qui a été fourni pour aller à la recherche de ces recettes que j'évoquais tout à l'heure. Mais là aussi un travail de concertation, on parlait des conseils de quartier où la concertation est importante. Là il y a une concertation importante également qui a été faite avec les acteurs, c'est-à-dire les sections sportives, mais le collège qui participe, qui est à proximité, avec les fédérations, les ligues, pour avoir un projet abouti. Aujourd'hui c'est 4 salles, 3 dojos, des salles de réunion, des salles de réception, des locaux de rangement pour toutes les sections, des bureaux pour toutes les sections, de façon à ce qu'il y ait une unité et que les gens puissent vivre ensemble et participer ensemble à la vie de notre commune. Alors on va rebondir, puisqu'on est chez les jeunes. Oui. On va parler du travail que vous voulez faire chez les jeunes, puisque là, il y a du boulot. Là. Alors, il y a du boulot qui a déjà commencé. Et les jeunes, on commence par la petite enfance, c'est-à-dire la crèche. En 2014, j'avais évoqué le fait de faire une micro-crèche. Force est de constater qu'en rencontrant les porteurs de projets, en travaillant avec la directrice de notre crèche municipale, il s'est avéré que ce n'était pas le plus opportun et le plus efficient. Donc nous avons travaillé pour augmenter la capacité de notre crèche, où on est passé de 42 berceaux à 52 berceaux, mais là aussi, très grosse concertation et très gros travail avec la directrice de la crèche et son équipe d'encadrement, pour monter un projet pédagogique, et tous les travaux qui ont été faits sur la crèche, 500 000 euros, 76% de subvention, tous les travaux ont été faits à partir de ce projet pédagogique où on a mis en place des activités très innovantes comme des salles d'eau pour démystifier les jeux d'eau avec les enfants, des salles de motricité, des murs d'escalade, des salles vidéo, salles de bibliothèque. Vous voyez, un gros travail qui a été fait.
Et quand on parlait tout à l'heure de développement durable également, on a embauché un cuisinier. C'est-à-dire que ces bambins-là, tous les jours, ils ont un repas qui est fabriqué sur place par notre cuisinier, en circuit court, c'est-à-dire en travaillant avec des agriculteurs locaux, producteurs locaux, et que l'on va développer encore plus dans les mois à venir, puisqu'on a pris contact pour travailler avec des producteurs bio, et là aussi travailler en circuit court, et surtout avec les fruits et légumes de saison. Donc là, la crèche, et puis je vois que justement le groupe scolaire, vous voulez l'agrandir, créer un espace ado, donc il y a vraiment une logique de développement de l'accueil. Il y a une logique de continuité, puisque tous ces bâtiments sont dans la continuité. On a la crèche, l'école, le collège plus loin, et au milieu, toutes les infrastructures sportives. Donc il y a une cohérence dans notre réflexion, et à proximité du quartier politique de la ville. L'école, voilà, ça fait partie des inepties qui existent sur la commune. Je l'avais évoqué en 2014 pour des raisons d'orientation gouvernementale, de décision de l'éducation nationale. On a un groupe scolaire qui s'arrête au CE2, qui s'arrêtait au CE1, qu'on a pu avoir monté au CE2 à cause du cycle, puisque le cycle 2 allait jusqu'au CE2. Et donc on a travaillé également maintenant pour faire un cycle 3. Donc voilà, je peux annoncer aujourd'hui que le travail est bien avancé, que nous allons pouvoir ouvrir un groupe scolaire complet sur l'école Mistral jusqu'au CM2. Et j'espère, alors on ne maîtrise pas encore les travaux, que ça pourra se faire à la rentrée 2021. Donc maintenant qu'ils ont des infrastructures, il faut que tout le reste soit agréable aussi. Donc on va travailler tout le cadre de vie et les moyens de circuler, parce que là, la circulation, c'est un gros problème. La circulation est un gros problème, je dirais, dans beaucoup de communes. La voirie est un point important sur notre commune, parce qu'on est une commune très étendue. La superficie de la commune, c'est 2546 km², dont 76 km de voirie. Donc vous voyez que la voirie, qui est une compétence de Mont-de-Marsan Agglomération, avec un budget qui est réparti sur l'ensemble des 18 communes, il faut faire des plans pluriannuels d'investissement, ce que nous faisons chaque année avec Mont-de-Marsan Agglomération. Et en fonction de cela, eh bien, on donne des priorités sur les voies qui sont le plus endommagées, et en fonction des travaux qui sont faits. Et aujourd'hui, dès lors que l'on met une réflexion sur une voirie, on y englobe systématiquement les pistes cyclables, les voies vertes, et ça fait partie des axes importants que l'on doit avoir dans les collectivités. Je vois aussi création d'un espace vert intergénérationnel entre l'EHPAD et l'école. Quelle est la philosophie que vous voulez développer? La philosophie, vous allez voir, elle est très simple. On a un centre-bourg qui existe avec des bâtiments, excusez-moi l'expression un peu triviale, qui sont dans leur jus depuis quelques années. On a le Forum des associations qui accueille beaucoup d'associations. On a un tissu associatif très très important sur la commune. Depuis 2014, on a même 17 associations qui ont vu le jour sur la commune, avec des bâtiments qui sont exigus, qui ont besoin d'être réaménagés. Donc voilà, on va mener une réflexion sur le centre-bourg au niveau des structures, des bâtiments comme le Forum des associations et la salle du temps libre, qui est notre ancienne salle des fêtes, mais qui n'a plus été une salle des fêtes parce qu'on a construit tout autour, ce qui fait que ça pose des nuisances sonores. On a un EHPAD, une école juste à côté. On a un EHPAD qui est de qualité, sauf qu'il manque d'espace vert. Donc j'aimerais que l'on réfléchisse à cela, et pourquoi pas, comme l'école est à proximité de cet EHPAD, créer un espace intergénérationnel avec des jeux d'enfants. Nous le pratiquons, nous, l'intergénérationnel, depuis 2-3 ans maintenant, où on fait intervenir les jeunes de l'IME, l'Institut médical Saint-Exupéry, qui est à Ménas, où toutes les décorations de Noël sont fabriquées par eux. Tous les sujets en bois sont fabriqués par eux, et nous faisons travailler les personnes de l'EHPAD pour nous tricoter les écharpes et les bonnets que l'on met sur ces sujets. Et chaque année, au moment de la remise de ces décorations, nous faisons une journée, une matinée à l'EHPAD avec un goûter. Et moi, je suis épaté de voir la banane à la fois de ces jeunes et de ces personnes âgées qui sont à l'EHPAD, où les jeunes amènent des jeux de société, et ils passent la matinée à jouer ensemble. C'est extraordinaire.
Alors vous l'avez cité là, 2-3 fois, on a entendu l'agglo. Donc aujourd'hui, une mairie, une commune ne peut plus se passer de l'agglo. Donc on va en faire quelques mots dessus, comment vous fonctionnez avec eux, expliquer aux gens à quoi sert une agglo, parce que c'est un peu fou. Aujourd'hui, il y a les communes, et chaque commune doit garder son identité. Moi je l'ai dit, je l'ai affirmé, je ne suis pas pour la fusion. Je suis pour de la mutualisation, mais pas pour la fusion. Donc il ne faut surtout pas me faire dire ce que je ne dis pas. Mais par contre, aujourd'hui, de par les compétences obligatoires qui sont déterminées, c'est les agglos qui ont certaines compétences. Dernièrement, il y a eu le transfert de compétences de l'eau et l'assainissement. Il y a des compétences qui sont à l'agglo, donc il serait anormal de ne pas travailler en parfaite synergie avec l'agglomération, tout en conservant chacun sa propre identité et pouvant défendre, s'il le faut, les intérêts de la commune à un instant T, plutôt que les intérêts communautaires. Mais on ne peut plus faire sans cet esprit communautaire. Notre territoire est grand, il est riche à la fois par le biais de ses communes, mais par le biais également de ses habitants. Donc sachons utiliser toutes ces forces vives pour avoir un territoire qui bouge, qui avance et qui se distingue. On arrive à la fin de cet entretien, donc je vais vous poser la question que je pose systématiquement à tous mes invités, à tous les candidats. Le 15 mars, il va falloir voter. Alors à Saint-Pierre-du-Mont, il y aura sûrement 2 tours. Pourquoi le 15 mars, je dois voter pour Joël Bonnet plutôt que pour une autre liste? Comme c'est dit dans le slogan, pour continuer, on a fait nos preuves, on a respecté nos engagements. On a encore beaucoup de travail à faire, et ce qui est passionnant d'ailleurs, hein, de pouvoir s'investir pour sa commune. Voilà, c'est de continuer et de pouvoir respecter ses engagements, ce que nous avons fait. On n'essaiera pas de faire des choses extraordinaires et qui sont au-delà de nos moyens. Il faut être raisonnable, il faut dire la vérité aux gens, ne pas leur raconter d'histoires. On a nos compétences, quand on a le scolaire qui est une compétence de Mont-de-Marsan Agglomération, et on sait très bien qu'on ne reprendra pas les affaires scolaires, qu'on ne reprendra pas les cantines municipales, mais par contre on peut travailler en synergie, et donc c'est notre ligne directrice depuis 2014 que nous voulons pérenniser et continuer à ce que Saint-Pierre-du-Mont bouge, se distingue et soit toujours une ville où il fait bon vivre. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Joël Bonnet, continuons ensemble pour Saint-Pierre-du-Mont. Maintenant, c'est à vous de choisir.